toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce dernier Visédo Tech Hour de l'année. Aujourd'hui, c'est Roméo qui va nous parler d'un sujet qui est plutôt orienté DevOps. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser, on les traitera à la fin de la présentation. Roméo, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis Romain Martinez et j'ai rejoint Viséo récemment en tant que DevOps. Je vais vous présenter ce Tech Hour qui s'intitule Mini Cluster Maxis Outils, dans lequel je vais vous présenter un projet client sur lequel j'étais et les deux outils qui m'ont servi pendant ce projet-là. Donc, pour commencer, on a un petit sommaire qui va récapituler un peu dans quel ordre on va présenter les choses. Donc, tout d'abord, on aura un petit peu de contexte pour comprendre comment et pourquoi j'ai utilisé ces outils. Ensuite, on verra les différentes utilisations de l'outil en question et on va finir par une conclusion. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous imaginiez un monde parfait dans lequel tout se déroule à merveille tout le temps. Donc, aucune erreur, tout est tout le temps à jour, on n'a pas besoin de faire mise à jour, tout se passe bien, tous mes déploiements fonctionnent, on est très content. Malheureusement, ce monde-là, il n'existe pas et on ne sera plus dans un monde qui sera celui-ci. Donc, on va pouvoir tomber sur des cas où la production sera down, où on va se rendre compte qu'on a des outils qu'il faut qu'on mette à jour, ou bien, et puis tout ça, ça peut même arriver un vendredi soir, donc ce qui complique la tâche. On pourrait donc se poser la question de qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Bah, finalement, tout pourrait mal tourner. Il suffit simplement d'une oubli d'une commande qui peut engendrer un certain downtime ou bien qu'on soit fatigué, qu'on fasse des erreurs de frappe dans les commandes à rentrer. On peut avoir plusieurs problèmes et donc c'est pour ça que je me suis posé la question de comment automatiser tout en gardant le contrôle. Mais avant ça, du coup, j'aimerais vous présenter le contexte de la mission sur laquelle j'étais. Qui s Donc je vais vous représenter, ce cluster. Le cluster client, il est représenté avec plusieurs environnements. On en retrouve 4 qui ont chacun différentes machines sur lesquelles sont des, versions de Kubernetes. Il faut aussi savoir que le client en question n'utilise pas une version kube native, mais, une distribution plus légère par Canonical qui s'intitule MicroK8s. Ça va pas changer, globalement le fonctionnement du cluster, mais c'est, une notion qu'il faut avoir en tête. Également, les versions qui sont sur les machines, elles étaient plus à jour au moment où j'ai pris le projet et au moment où j'ai pris le projet, la dernière, c'était la 1.32 ou la 1.31 et donc il y avait beaucoup de versions à mettre à jour. Sachant qu'aujourd'hui, la 1.35 sort, en décembre sur, Kubernetes. Mais avant, de vous parler du coup de ce processus de mise à jour, j'aimerais vous expliquer comment Kubernetes fonctionne. Donc prenant le plus petit service qu'utilise Kube, qui est le pod. Dans ce pod-là, on va avoir des conteneurs et dans ces conteneurs, on va avoir des services de notre application. Donc typiquement ici, on a un pod qui contient un conteneur qui est le user service, un service back-end de notre application. Également, si on va dézoomer, on va avoir des nœuds qui sont des instances qui, hop, qui ont dans ces nœuds plusieurs pods qui contiennent eux-mêmes un ou plusieurs conteneurs. Donc il faut savoir également qu'un nœud, c'est une machine qui peut être physique ou virtuelle, ou dans laquelle on va exécuter des pods. Et si on dézoome encore plus, on va avoir un cluster qui est tout simplement un groupe de nœuds. Maintenant, on va revenir à notre problématique de mise à jour dans laquelle dans laquelle j'ai pu participer. Donc on commence dans la version 1.24. On se rend compte que la date de fin du support, elle est en 2023, ce qui pose problème parce que quand j'ai commencé le projet, on était en 2025, en avril. Et donc, ce que le client voulait target, c'était la version 1.31 qui, à ce moment-là, était une des dernières versions disponibles. Donc c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à la 1.31 et pas jusqu'aux autres qui sont maintenant possibles de mettre à jour. Pour réaliser cette mise à jour, on a un processus qui est assez strict, qui est dicté par la documentation Kubernetes qu'on doit suivre et respecter pour éviter justement
des problèmes de compatibilité entre les différentes versions des services internes à Cube. Typiquement, on ne peut pas passer de la 1.24 à la 1.31 en une fois. Il va falloir qu'on passe de la 1.24, puis la 1.25, etc., jusqu'à la version cible. Ça, c'est dû au fait que les composants internes, ils vont pas fonctionner, ou ils ne peuvent pas fonctionner. En tout cas, c'est fortement déconseillé par Cube de ne pas faire ça de manière séquentielle. Donc, c'est pour ça qu'on doit respecter cet ordre-là. La première commande à faire, ça va être de drain le nœud. Lorsqu'on va drain un nœud, on va passer de l'état ready à l'état scheduling disable, ce qui signifie qu'on indique à Cube qu'il ne peut plus démarrer de pod, donc plus de service sur ce nœud-là. Une fois que le nœud passe en scheduling disable, tous les pods sont tués et sont redémarrés sur l'autre nœud. Une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser le gestionnaire de paquets, ici Snap, pour mettre à jour la version de micro-K8s. Donc on passe de la version 1.25 à la 1.26. Et ensuite, on peut uncordon, donc réindiquer à Cube, si la mise à jour s'est bien passée, que le nœud peut à nouveau accepter de la charge de travail. Et donc, au bon vouloir de Cube, il va redémarrer ou non les pods sur ce nœud-là. Là, pour simplifier, j'ai redémarré les mêmes pods, mais il pourrait juste en redémarrer qu'un seul, par exemple, et laisser les autres sur le nœud 2. Et donc, ce processus-là, on doit le faire plusieurs fois. On va le faire pour chaque version et pour chaque nœud. Donc, on recommence pour le nœud 2, on fait un drain, donc qui va tuer les pods, de la même manière que sur le nœud 1. Ensuite, on va mettre à jour notre version de micro-K8s, et ensuite, on uncordon. Le problème, c'est que ça va faire beaucoup de commandes. Et le fait qu'il y ait beaucoup de commandes à la main, ça peut engendrer un problème, notamment des erreurs humaines qui peuvent se tromper d'ordre de commande ou bien ne pas attendre que le nœud soit uncordon pour lancer le nouveau processus de mise à jour. On peut avoir plusieurs soucis. C'est pour ça que je me suis demandé pourquoi pas automatiser la montée en version de ce processus-là. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait utiliser donc nos maxis outils. Les maxis outils, ils sont au nombre de 2 dans ce cas-là. On va utiliser Ansible et K9. Ansible, il va avoir le rôle de cerveau, il va avoir le rôle d'ordonner les tâches et de dire ce qu'il faut réaliser. Et K9, lui, il sera plus là comme une aide à la vision. Donc, ça sera du monitoring passif. Il va pouvoir nous dire en temps réel l'état de notre cluster. Et donc, pour expliquer maintenant le fonctionnement d'Ansible, son rôle, ça va être d'appliquer des tâches sur des machines cibles. Pour réaliser ça, Ansible, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte en SSH aux machines qu'on lui définit dans son fichier inventaire et il applique les tâches qui sont, elles, écrites dans notre playbook. Pour parler rapidement, Ansible utilise trois grands fichiers, 3 grands principes qui sont le playbook, donc là où on écrit les tâches à réaliser, l'inventaire, dans lequel on va lister les machines cibles sur lesquelles Ansible doit se connecter, et les modules qui vont étendre les fonctionnalités de base d'Ansible. Maintenant, j'aimerais qu'on voit les inventaires, parce qu'il y a plusieurs sortes d'inventaires qu'on a pu utiliser sur ce projet. Donc, premièrement, les inventaires statiques. Les petits carrés bleus, c'est pour anonymiser justement ces machines-là. On va retrouver, donc si on prend le fichier de gauche, le nom du nœud, D1, et son adresse, donc d1.quelquechose.net, ainsi que différents groupes. Donc on retrouve le groupe master, le groupe workers, et toutes les variables qui sont utilisées pour se connecter ou pour utiliser les playbooks dans ce cas-là. À droite, c'est la même chose. Vous remarquez qu'on peut spécifier donc pour notre environnement de prod les 3 machines et que ce n'est pas juste possible pour 2 machines. Également, une autre manière de spécifier et d'indiquer où sont les machines, c'est d'utiliser des inventaires dynamiques. Donc, je vous ai donné l'exemple ici pour AWS. Sachez que c'est la même chose pour GCP et Azure. Le principe, c'est qu'on va activer un plugin AWS dans Ansible qui va se connecter au service externe, qui est pour le coup AWS, va récupérer la liste des machines, donc des différents EC2, et
va les organiser et générer un inventaire associé à ça. Cet inventaire-là, il sera utilisé par Ansible pour appliquer la liste des tâches qui lui auront été définies dans le playbook précédent. Pour vous montrer à quoi ça ressemble ce plugin d'inventaire dynamique, c'est de cette manière-là. Donc on va avoir un fichier YAML où on définit comment on veut regrouper les différentes machines. Donc ici, c'est avec des préfixes qui sont le nom du tag et un séparateur ici. Non, on peut regrouper de différentes manières. Et on va avoir également le fichier config qu'on a vu tout à l'heure, où on va dire à Ansible, OK, tu actives le plugin AWS. Donc c'est on va dire globalement les étapes à réaliser pour utiliser des inventaires dynamiques. Et maintenant, j'aimerais qu'on vous parle du playbook. Donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Ça, c'est du déclaratif, donc ça s'écrit en YAML. Et ici, on va avoir 2 plays avec plusieurs tâches. Pour le coup, on a la première tâche qui est d'installer Apache, donc, mais uniquement pour les machines qui sont taguées web server. Et le deuxième play, ça va être d'installer MySQL, mais pareil, uniquement pour les machines qui sont taguées DB server. Également, j'aimerais qu'on fasse un zoom du coup sur ces modules-là qui sont justement à la base d'Ansible, et c'est pour ça que c'est très pratique d'utiliser cet outil-là, parce qu'on a une multitude de modules. Donc notamment ici, on retrouve les gestions de paquets avec apt, ou bien la gestion des fichiers avec Git, mais sachez qu'il en existe bien d'autres, et notamment la plus grosse, on va dire, qui est la, la collection Community Générale qui regroupe, on va dire, 90% des outils qui vont être nécessaires à un administrateur réseau ou bien à un développeur. On les retrouve dans cette collection. Également, une autre vue pour représenter les différentes collections qui sont disponibles. On retrouve la Community Générale qui regroupe un énorme paquet de modules, ainsi que différentes, comme celle d'AWS par exemple, ou bien celle d'Azure. Mais maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à notre projet, et donc comment j'ai pu utiliser Ansible spécifiquement pour ma tâche de montée de version. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai écrit 2 playbooks. Le premier qui va être le play numéro 1, qui va d'abord mettre à jour le gestionnaire de paquets Snap et ensuite choisir l'ordre des nœuds dans lequel on applique la mise à jour. Typiquement, ça va être très utile, notamment lorsqu'on va avoir plusieurs nœuds dans notre environnement cible pour pouvoir pas faire la mise à jour en même temps ou qu'elle se déroule assez bien. Le deuxième play, une fois que l'ordre des nœuds il est réalisé, c'est les tâches qu'on a vues tout à l'heure sur le schéma, donc qui va être d'aller chercher la version de micro-K8s et ensuite d'appliquer les ordres spécifiques pour monter de version qui sont définis dans la doc, donc le drain, la mise à jour, l'uncordon, et ensuite on va afficher l'état du nœud. Pour lancer donc ces différents plays, on va avoir une manière de le faire qui est d'installer Ansible sur mon ordinateur. Et donc les deux prérequis pour réaliser ça, ça va être que l'ordinateur il ait les droits routes pour se connecter à mes serveurs et que les serveurs aient une version de Python suffisante pour pouvoir justement qu'Ansible puisse appliquer les tâches des playbooks. Une autre manière de lancer ces plays, ce qu'on a installé donc pour le client, c'est via directement des pipelines. Donc on a installé Ansible sur nos GitLab Runner, et ensuite c'est via l'interface GitLab CI/CD qu'on va pouvoir lancer nos playbooks directement via les pipelines. Donc ça change pas la manière qu'Ansible applique les tâches. Ça évite juste, par exemple, si on n'a pas les droits pour installer Ansible sur notre PC, de directement accéder au repository GitLab et de pouvoir mettre à jour les différents environnements. Une fois qu'on fait ça du coup via GitLab, on va avoir les logs qui vont être disponibles. Donc ici, on a lancé le playbook pour passer de la version 1.24 à la 1.25. Donc on a bien
le nœud D1 et le nœud D2 qui ont changé d'une version, et ainsi le job s'est bien déroulé. Maintenant, avoir ce job succeed, ça suffit pas forcément à indiquer que tout s'est bien passé. Il peut y avoir des faux positifs. C'est pour ça que j'ai utilisé un deuxième outil qui s'intitule K9, qui, lui, va s'occuper plus du monitoring. Donc, je vous ai ici mis une cheat sheet pour lister toutes les différentes commandes qu'utilise K9, parce qu'il en existe pas mal, mais vous pouvez en retrouver d'autres assez facilement sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'utilise pas du coup K9 pour monitorer notre cluster, on va avoir différentes commandes qui vont être possibles pour afficher des événements, voir si les nœuds sont bien à jour, etc., etc. Le problème, c'est que ça fait ces commandes-là, il faut les connaître. Et si la personne qui se charge de monter de version, elle n'a pas les connaissances nécessaires, elle peut se perdre et perdre du temps aussi sur quelle commande lancer. C'est pour ça qu'utiliser K9, ça simplifie ce problème-là parce que les seuls prérequis, c'est de se connecter en SSH à la machine qui héberge le nœud et ensuite de lancer K9. Une fois qu'on lance K9, on va avoir cette, euh, cette, euh, cette vision-là. Donc, c'est un outil qui se lance directement dans la CLI et on retrouve donc plusieurs choses. Tout en haut, ce sont les commandes qu'on peut utiliser dans K9. Donc, il faut savoir que ça marche de la même manière que Vim. Donc, si vous êtes familier à Vim, vous n'allez pas du tout être perdu dans K9 et vous allez pouvoir naviguer justement à travers les différents outils qui sont mis à disposition dans K9. Également, on retrouve différentes métriques, notamment l'utilisation du CPU par le pod, donc c'est en millième de CPU, la mémoire et d'autres métriques qui peuvent être intéressants, notamment le CPU utilisé et demandé par rapport à la limite qu'on a définie. Et on va avoir également euh, visions, donc le nom du pod, combien de fois il a restart, dans quel namespace il est, etc. etc. Également, pour vous montrer donc à quoi ça ressemble, quand on navigue dans K9, on va naviguer donc avec les flèches du haut et du bas de notre clavier et on va rentrer donc dans les différents pods pour pouvoir afficher tout simplement des commandes en plus. Une autre façon de faire ça, c'est que si on va avoir besoin de rentrer dans le shell d'un pod, si on n'a pas eu accès à K9, on doit directement lancer via l'invite de commande plusieurs choses. Là, avec K9, c'est plus facile parce qu'on a la commande S pour rentrer directement dans le shell. Et une fois qu'on est là, ici, on va rentrer dans un pod qui héberge Grafana. On rentre directement dedans et on va pouvoir afficher différentes choses qui pourraient nous être utiles pour débugger, pour comprendre ce qui ne se passe pas. Et c'est assez pratique. Ici, donc, on a les différents logs, par exemple. Mais du coup, on pourrait se poser la question de est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser tous ces outils? Donc, avant Ansible, on avait beaucoup de travail manuel et carrément, on en avait tellement que les mises à jour, elles n'étaient pas réalisées. On devait justement suivre plusieurs documentations qui pouvaient être assez longues et ça posait un problème parce que personne voulait s'atteler à cette tâche. Et maintenant, du coup, avec Ansible, le gain de temps, il est assez impressionnant parce qu'on va avoir juste besoin de spécifier la version du cluster sur laquelle on veut, enfin la version de Kubernetes qu'on veut mettre à jour. On va pouvoir lancer ça, monitorer directement via les pipelines et via K9 et ainsi pouvoir lancer notre script de mise à jour sans trop de problèmes et sans trop de stress. Donc, pour finir, moi j'en ai conclu que c'était un combo qui était assez utile, en tout cas dans le projet pour lequel j'ai réalisé. Donc, on va voir Ansible qui, lui, va avoir le rôle de configuration, c'est lui qui va justement remplacer ce processus assez long de mise à jour, parce qu'on définit les tâches, donc c'est reproductible pour n'importe quel environnement, c'est très pratique.
Et c'est aussi pratique parce qu'on n'a pas besoin de l'installer sur les machines cibles, donc c'est agentless. Il a besoin d'être installé uniquement sur mon PC. Et même si ça pose problème, on peut le lancer via pipeline. Donc c'est un outil que je pense que je vais réutiliser pour d'autres projets d'automatisation comme celui-ci. Et Canines, qui est un outil que j'ai découvert, qui permet donc de monitorer enfin, de manière en direct l'état de notre cluster et qui est facile à utiliser et à installer parce que il marche directement dans la CLI. On n'a pas besoin d'outils externes pour l'installer. Et je termine sur ça. Donc, je vous ai mis également quelques liens, si vous voulez aller voir, qui m'ont permis de réaliser, on va dire, plus ou moins cette présentation. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Roméo, pour ce Visio Tech Hour. On va attendre un tout petit moment, pour voir s'il y a des questions. En attendant, le prochain Visio Tech Hour aura lieu le 15 janvier, histoire qu'on puisse tous se remettre, des fêtes de fin d'année. Je n'ai pas encore le sujet pour le 15 janvier, mais on se retrouvera pour le premier Visio Tech Hour 2026, plutôt sur la moitié du mois, du coup. Et je ne vois pas de questions pour le moment. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à publier un commentaire sur notre chaîne YouTube, on fera une passe pour y répondre. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je remercie encore une fois Roméo et puis Marion qui était à la régie. Et puis à l'année prochaine.